Alors moi, je vais vous parler des nouveautés d'Xcode, parce que j'imagine que vous avez tous suivi, mais il y a plein de choses qui sont arrivées cette année, des choses qu'on attend depuis à peu près une dizaine d'années, mais on va y revenir. Donc moi, je suis Sébastien Drode, je travaille chez Bedrock en tant que lead d'une des 3 équipes iOS, et mon équipe, on s'occupe de la partie core de l'application. Donc il y a Stéphane et Olivier ici qui sont dans la team aussi. Comment? Et on recrute, ouais, tout à fait, comme tout le monde. Globalement, de quoi on va parler? On va parler de toutes les nouveautés qu'il y a dans Xcode, vraiment l'IDE en lui-même. Je vais parler aussi d'API Generator. Je sais pas si vous avez vu, mais Apple, ils ont annoncé aussi justement un API Generator basé sur OpenAPI. Je vais en parler rapidement. Je vais parler aussi rapidement d'Emergeable Libraries, de ce nouveau fichier de conf qu'on a pour les localizables et du testing dans Xcode 15. Alors, Xcode, globalement, on a une nouvelle bêta qui est sortie la semaine dernière, donc la bêta 2. Vous pouvez aller la télécharger. Et franchement, je pense que j'ai jamais vu une bêta d'Xcode aussi stable. C'est-à-dire qu'elle crache moins que mon Xcode 14 de prod actuellement. Voilà. Je vais parler du logging tout d'abord, parce que je pense que c'est la feature que j'attends depuis le plus longtemps, en fait. Je pense que chaque année, les gens qui travaillent avec moi, ils le savent, je suis là, dans Xcode, on va enfin avoir une vraie feature de logging. Et c'est fait avec Xcode 15. Donc avec Xcode 15, on pourra utiliser les loggers d'OSLog. Et en fait, dans la console, on verra apparaître nos différents logs formatés. Donc on aura le choix des informations qu'on va mettre. Je vais le montrer après. Mais globalement, on pourra faire apparaître des images en fonction du type de log, si c'est de l'info, du debug, de l'erreur, etc., etc. Des infos sur les modules auxquels c'est lié, et on aura un lien assez rapide pour retourner directement sur l'endroit où le log a été émis. Donc il y a le lien vers la vidéo, je vous conseille de la voir, c'est super intéressant. Et globalement, ça se passe comment? Ça va se passer comme ça. Donc on importe OSLog, on crée son logger, on va venir loguer son information. Là, je l'ai fait dans différents fichiers. Et en fait, en lançant l'application, on va voir nos logs apparaître en bas dans la console. Donc là, alors on voit pas forcément, mais en fait, j'ai le nom du module et le nom du fichier qui sont affichés. Il y a le type de log, il y en a un, c'est une erreur, c'est le jaune. Et l'autre, c'est un info, c'est le bleu. Et si je clique sur le petit lien, hop, je suis directement amené au bon endroit. La deuxième feature super intéressante, c'est qu'on va pouvoir filtrer sur nos types de logs. Donc c'est fini les petits emojis dans nos logs pour essayer de retrouver ce qu'on fait. On va avoir un panel de filtrage qui est assez puissant. Donc on peut filtrer sur le type de log, on peut aussi faire des recherches sur des patterns. Donc ça a l'air quand même au niveau de ce qu'on peut trouver sur d'autres IDE. Donc plutôt content de mon côté pour ça. Maintenant, on va passer au méthode overload. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais avec Xcode 15, on aura accès à tous les overloads de nos méthodes directement. En fait, il y aura un moyen assez simple de rentrer dedans. Donc, même avec toutes les default values, il suffira de faire un coup flèche droite, ça va ouvrir le panel avec tous les overloads possibles entre s'il y a une default value, pas de default value. Donc, ça donne accès à ça. Et ça marche aussi en fuzzy search. Donc, un peu comme sur Xcode 14, comme ça fonctionnait sur Xcode 14. Du contexte sur l'autocomplétion, donc c'est assez bête, mais ce qu'on peut voir, c'est j'ai nommé mon fichier myAwesomeClass, directement on va me proposer myAwesomeClass comme nom de classe. C'était pas le cas avant, donc c'est plutôt chouette. On va avoir aussi le fait de ne pas suggérer un même modifieur 2 fois. Donc là, j'ai utilisé font, c'est Xcode 14, on va me le reproposer, pourtant je l'ai déjà utilisé avant. Alors que sur Xcode 15, on va pas me le reproposer. On voit quand même qu'il est en 2e position, mais bon, c'est pas le premier. Et on va avoir du contexte aussi en fonction de la vue SwiftUI qu'on a créée ou de l'élément qu'on a créé. Donc par exemple là, il y a un texte qui a été créé, directement il va me proposer un point font. Si c'était une image, il m'aurait proposé un autre modifieur directement en lien avec l'image. D'après ce qu'a dit Apple, c'est quand même lié à ce qui est le plus utilisé par les développeurs.
Donc, je pense qu'il y a une remontée d'informations qui se fait à ce niveau-là. Pour la documentation, on va enfin pouvoir preview ce qu'on écrit. Donc là, on voit que si je change la documentation de ma classe, c'est directement reporté sur l'assistant à droite. Et donc comme ça, on va pouvoir parcourir et voir directement ce qui est généré par Doxé. C'est assez cool. Ça permet de voir et formater correctement sa documentation. Les quick actions, je sais pas vous, mais il y a plein de choses possibles dans Xcode. Il y a plein d'actions possibles. Et il y en a certaines qui n'ont pas de raccourci clavier, faut aller rajouter ces raccourcis clavier et autres. Et en fait, cette année, ils ont annoncé donc un nouveau petit panel qui va s'ouvrir. Bon, il est un peu décalé, je vais le ramener. Donc avec commande Shift A. Et à partir de là, vous pouvez taper ce que vous voulez faire et il vous sortira tout ce qu'il y a dans les menus, vraiment tout ce qu'il est possible de faire avec Xcode. Le bookmark. Est-ce que vous, ça vous manquait sur Xcode, la capacité de voir tous les to-do qu'on a dans le code? En tout cas, moi, oui. Et donc, on aura la possibilité de bookmarker déjà des fichiers, des classes. On pourra bookmarker aussi des lignes très précises. Et on aura la possibilité de bookmarker des recherches. Donc, si vous créez un to-do et que vous faites une recherche sur vos to-do, vous pouvez bookmarker ça. Et automatiquement, vous pourrez le retrouver dans la section bookmark d'Xcode, qui est une nouvelle section qui a été rajoutée. Là, on va aller dedans, là. Hop. Donc, il se trouve juste là. Et donc là, on est dans cette section. On est capable de replier les bookmarks, les déplier, etc. Le format. Ouais. Ça marche avec toutes les recherches. Ouais. J'ai simplement fait une recherche et j'avais l'option pour l'enregistrer en tant que bookmark. Le formatting, donc ça c'est un peu simple, mais on va pouvoir très facilement en un clic pouvoir formater sur plusieurs lignes. Voilà, petite feature que j'utilise pas mal. Et ça c'est une feature. Alors j'ai pas vu beaucoup de gens communiquer dessus. Alors c'était peut-être dans Xcode à un autre endroit avant, mais je l'avais jamais vu. Mais on va avoir la possibilité de trouver les parents d'une classe, ainsi que tous les descendants d'un protocole ou d'une classe, et de façon hiérarchique. Donc là sur le GIF de gauche, je vais chercher les parents. Hop, je me suis mis sur celui-là. Je vais chercher les parents et globalement, on va voir que sur la partie de recherche. Ah ok. Et donc là, on voit que j'ai toute la hiérarchie. Pour ceux qui ont l'habitude de chercher les symboles dans le code, qui utilisent souvent cette option, il y a des fois ça marche pas, même souvent. Alors des fois c'est parce qu'on n'est pas sur le protocole et ça fonctionne pas, donc on le sait, on s'y est habitué, mais des fois ça marche juste pas. Avec Xcode 15, j'ai jamais eu de problème à chaque fois que je me suis servi de cette option. Donc franchement, j'ai vraiment l'impression qu'Xcode 15 il y a eu beaucoup de travail sur l'indexing de tout le code. Et donc la partie droite, ça va être les enfants. Donc on va voir toute la partie hiérarchique des enfants qu'on peut retrouver. Le macro expander, donc on va avoir un talk sur les macros aujourd'hui, et ça c'est une petite feature qu'on aura dans Xcode. Donc on est en mesure d'aller expand la macro et on voit tout le code qui est généré. Donc là j'ai expand la première macro qui est observable, qui est la nouvelle macro pour fonctionner avec SwiftUI, en tout cas pour remplacer les observed objects et les state objects. Et je vais expand d'autres macros qui étaient ajoutés par la première macro pour voir ce qui est fait. Donc vous aurez toujours la possibilité de voir le code qui a été généré par les macros. La distribution, on a une simplification de la fenêtre de distribution. Donc quand on archive, on va avoir différentes options. Donc on va retrouver les mêmes options globalement qu'on avait avant. C'est juste qu'il y aura des noms un peu moins barbares que Haddock, choses comme ça. Ça sera un peu plus explicite. Mais il y a une option qui est nouvelle, c'est le test flight internal only. Alors ils en ont fait une petite phrase, ils en ont parlé très rapidement, mais globalement, de ce qu'ils en ont dit, ça serait la capacité d'envoyer sur test flight un build qui sera flagué comme ne pouvant pas aller en prod. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Moi, j'attends pas mal cette feature, parce que je sais pas si vous faites des builds ad hoc avec la limite des 100 devices. Ça peut être parfois un peu pénible.
Et comme ils veulent plus nous ouvrir un compte entreprise, on est un peu bloqué sur certains aspects. Donc voilà, ça devrait arriver en septembre. J'étais à une conf avec des gens d'Apple et je leur ai demandé si on pourrait tester pendant les bêtas. Ils m'ont dit que non. On verra en septembre. L'API Generator, globalement, donc il y a une session super intéressante là-dessus. Globalement, le principe, ça va être de prendre une spec OpenAPI, donc qui est la spécification d'une API sur laquelle on peut taper, et de générer automatiquement le client HTTP qui va aller se connecter sur cette API. Donc là, j'ai pris ça, c'est la spec de leur vidéo. J'ai essayé avec un OpenAPI qu'on a chez nous, mais j'ai pas encore trouvé. Enfin, sur la génération, il y a un problème, il manque des objets. Je sais pas si ça vient de notre spec ou si ça vient du générateur. Faut que je cherche ça un peu. Et globalement, ça va générer pas mal de code. Donc, on a le client qui est généré avec la serveur URL qu'on avait en paramètre, ici sur cette spec. On avait aussi un endpoint qui était greet avec son ID getGreeting. Et ce qu'on voit à droite, c'est que globalement, la fonction getGreeting, elle est créée avec donc, tous les paramètres qui sont définis dans la spec. Ça, c'est du code. Je crois que c'est stocké dans un fichier qui s'appelle typed.swift, quelque chose comme ça. Mais vous le verrez pas directement dans Xcode. Faut aller le chercher pour le voir, le code génial. Les mergeable libraries, on va passer rapidement là-dessus. Donc aujourd'hui on a deux possibilités globalement quand on veut gérer des dépendances, c'est les librairies statiques ou les librairies dynamiques. Elles ont chacun leurs avantages et inconvénients. Globalement, les librairies statiques, tout le code il va être embarqué avec le binaire, donc ça va demander un peu plus de temps de compilation, ça va prendre un peu plus de place. Et les dynamiques, elles seront pas embarquées avec le binaire, elles seront embarquées avec le bundle de l'application et elles seront loadées en mémoire en fait au lancement de l'application. Et ce load en mémoire, c'est ça qui augmente le temps de lancement des applications. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous avez un bon paquet de Dynamic Framework, généralement en fait le temps de lancement, la partie où on reste sur le splash screen est très très longue. En fait, c'est ce chargement qui se fait. Et donc Apple, ils ont annoncé un nouveau type de libraries qui s'appelle les mergeable libraries. Et en fait, le principe, ça va être de dire on va merger tous nos Dynamic Framework en un seul framework, et c'est ça qu'on va embarquer dans notre application. En fait, tout le code qu'on avait dans N framework, il sera chargé dans un seul, et en fait, il y a qu'un seul framework qui sera loadé en mémoire. Alors, comment ça se passe globalement, là, on va avoir un petit schéma rapide qui était sur leur 13. En fait, ils vont récupérer toutes les Dynamic Libraries qui sont mergeables. Ils vont le compiler avec le binaire. Ils vont en faire un gros binaire bien fat. Et derrière, en fait, il y a aussi une déduplication. Donc, si on avait plusieurs intégrations de même code, ça sera dédupliqué. Ce qui est conseillé de faire globalement, c'était de passer sur le modèle mergeable libraries. Donc, c'est les petites étoiles là. Et en fait, de faire un framework qui allait être la compilation et en tout cas le résultat de toutes ces mergeable libraries qui seraient intégrées directement par notre application. Comment ça se passe pour utiliser cette nouveauté? En fait, c'est un bulk setting à aller changer. Ça s'appelle Create Merge Binary. Il faut le passer en automatique. Il y a la possibilité de le passer en manuel aussi pour gérer de manière plus fine ces frameworks. Donc, c'est possible de faire plusieurs frameworks générés à partir de plusieurs mergeable libraries. Globalement, là, ce qu'on voit, c'est que tout est mergé au niveau de l'app, sauf les framework systems. Ça sera pas actif sur le mode debug pour garder des temps de compilation courts. Par contre, ça sera bien là sur les releases. Donc, ce qui fera un temps de lancement de l'application beaucoup plus rapide. Sur la localisation, il va encore y avoir plein de gifs. Il y a eu un nouveau type de fichier. Ce nouveau type de fichier, c'est les string catalogues. Et il fonctionne comment? En fait, il fonctionne en allant définir une string dans son code. Donc là, je suis sur une vue SwiftUI, je vais ajouter un texte, j'ai ajouté un commentaire sur ce texte, et globalement, en compilant, je vais voir apparaître ma string dans ce string catalogue. Donc là, elle est apparue, j'ai le commentaire que j'avais ajouté. Si je vais la retirer, elle est retirée. C'est cool comme feature.
perso, chez nous, c'est pas trop comme ça qu'on utilise les locas. On essaye de synchroniser les locas avec Android. Donc, ce principe-là, c'est un peu waouh, c'est un peu sympa. Mais on sent encore la patte d'Apple qui veut que tout le monde utilise Xcode, dont le traducteur, etc., etc. La feature est cool. On a quoi d'autre? On a la possibilité de faire varier nos locas assez facilement par device. Donc là, en fait, je vais dire pour les iPhones, je veux une traduction différente. Et je vais définir ma traduction, et je vais définir ma traduction pour les autres devices. Si je voulais encore rajouter des spécificités pour un Mac, par exemple, bah, je pourrais rajouter une variation. Et donc là, ouais. En tout cas, ils l'ont présenté sur Catalogue et je pense pas qu'ils aient updaté ce qui existait sur les StringDict et les strings. Ça, c'est la surprise pour la fin. Globalement, on peut aussi instancier des strings qui vont venir peupler le string catalogue. Voilà, on a différents attributs qu'on peut utiliser. C'est possible de désactiver la feature que je vous ai montré tout à l'heure où on écrit un texte ou une string sur une view et c'est automatiquement ajouté au string catalogue. Et en fait, c'est un build setting à aller changer qui s'appelle use compiler to extract through string. Il suffit de le passer à no et c'est plus fait automatiquement, donc il y aura moyen de rebasculer sur des industrialisations existantes. Ce qui est intéressant sur le string catalogue, on le reverra sur des gifs là, mais c'est qu'il y a une notion d'état pour le traducteur. Donc il y a possibilité de voir si c'est une nouvelle clé qui a été ajoutée, si la clé elle a été retirée mais qu'elle est encore dans le string catalogue, qu'est-ce qu'on en fait, ça nous alerte là-dessus. Et si il y a eu un changement sur la traduction et que donc on a besoin, sur une des traductions d'une autre langue et qu'on a besoin de faire une review. J'ai parlé là rapidement suite à la question de StringDict. En fait, ça va nous permettre de remplacer aussi les StringDict parce qu'on va avoir la capacité de faire des variations pour les pluriels. Donc là, il suffit de retourner sur le string catalogue, d'écrire sa traduction avec son paramètre. Et à partir de là, sur le clic droit, on aura la possibilité de faire une variation par pluriel. Et en fonction de la langue choisie, donc là c'est l'anglais, donc j'en ai que 2, et j'ai mis le polonais à côté, où on en a 5, je crois. Et donc sur le polonais, ouais, il y a quelques petits problèmes. Sur le polonais, on a automatiquement tout ce qu'il faut. Donc là, on va pouvoir changer ces traductions. Là, globalement, les traductions, les pluriels, c'est cool, mais on peut se retrouver avec des strings où on a plusieurs paramètres qu'on veut pluraliser dans nos traductions. Et avec ça, en fait, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc là, je vais vous montrer, on a aussi cette capacité-là d'avoir des strings avec plusieurs paramètres. Donc là, j'ai un nombre de personnes et un nombre de chats. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça, c'était pour l'exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon paramètre, je vais faire une variation pour ce paramètre-là, et je peux même renommer mon paramètre pour avoir quelque chose de plus évident et de plus compréhensible. Je peux effacer donc là la partie personne, parce qu'en fait je vais la traduire directement au niveau de mon paramètre. C'est ça qui va m'intéresser. Et j'ai la capacité de faire la même chose pour le deuxième paramètre. Et spoiler alert, je vous ai dit qu'Xcode 15 était super stable, sauf là. Ça a craché au deuxième paramètre que j'ai ajouté. Et donc pour la question sur le format des strings catalogue, c'est un JSON où on retrouve toutes les informations qu'il y avait sur l'interface graphique qu'on a vu tout à l'heure. Donc il est assez touffu avec un gros string catalogue, mais globalement on va vraiment tout retrouver, le commentaire, l'état dans lequel on est, les variations plurielles, les variations de device, on retrouve tout avec les différentes traductions. Ah, j'ai pas essayé, mais j'ai pas essayé, ouais. Faudrait que j'essaye. Donc voilà. Ouais, vas-y. J'en ai pas parlé, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ils l'ont pas fait pour les strings, non, tout à fait. Ils l'ont pas fait parce qu'en fait, ils ont fait l'inverse. Ils sont partis du principe que on écrit nos strings directement la traduction et c'est automatiquement remonté dans le catalogue. C'est un parti pris.
Je suis pas fan de ce parti pris. Moi, je préférerais avoir des ID, des clés. C'est ça. Et sachant que, on le voyait un peu tout à l'heure, la clé, c'est la traduction par défaut. Enfin, un peu comme ce qu'on avait aujourd'hui, ça change pas. Mais donc, il y a quand même possibilité de définir une clé si on veut en direct. What's new with test? J'ai pas vraiment testé ça beaucoup, donc ça va être très rapide. Mais globalement, c'est une nouvelle présentation de nos runs de test. C'est basé sur les test plans. Donc, si vous n'êtes toujours pas passé aux test plans comme nous, c'est le moment d'y passer. Il va être possible en fait de faire des variations de tests par langue, par destination, enfin type de device, et de faire des répétitions sur certains tests comme on en a envie. On a une nouvelle fenêtre de résumé de tests qui est assez complète et assez bien foutue. Et ce qui est cool, on va le voir aussi après, c'est sur les UI tests, en fait, il y a un enregistrement de toutes les étapes du test et jusqu'au moment où ça a fail et on est capable de remonter, regarder factuellement ce qui s'est passé et ce qu'il y avait sur l'écran à ce moment-là. Donc là, on va voir donc ce résumé de test. Donc on voit les différentes variations qu'on peut avoir. Et sur la deuxième partie, justement, c'est la partie UI, où là, en fait, on a toutes les étapes, on est capable de descendre jusqu'au moment où on a failé, et de pouvoir regarder l'écran à ce moment-là, pour vérifier ce qui n'est pas passé. Et je crois que j'ai terminé. J'ai été un peu vite, parce que j'ai passé 30 minutes là-dessus la semaine dernière quand je l'ai fait, donc j'ai été un peu plus vite histoire de laisser du temps aux deux autres speakers. Ouais. Sur les builds que j'ai fait, j'ai pas vu trop d'impact. Après, j'ai pas non plus poussé les tests. Je l'ai fait en perso. Nous, les équipes QA, elles sont pas encore passées dessus. Mais moi, je l'utilise pas mal dès que je dois faire du debug. En vrai. Non, je pense pas. Je pense que ça, de toute façon, ça sera toujours pas le cas. Les logs, mais en fait, c'est les mêmes méthodes de log auxquelles on a déjà accès. Il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment juste la présentation, la manière dont c'est présenté dans Xcode. Aujourd'hui, dans Xcode 14, j'ai refait le test cet après-midi. T'as un log qui dit à quel moment a été envoyé ton log. T'as globalement je sais plus comment ils appellent ça, le catégorie qui est affiché, puis ton log. Là, t'auras vraiment, c'est mieux organisé en fait, plus facile à lire. T'as pas un timestamp tout pourri qui est affiché. Donc ouais, non, c'est rétro-compatible sans souci. Bon, je pense que c'est complètement faisable. Hein. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un travaille là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on a un fichier texte, donc on peut aller parser et on peut générer derrière un type assez facilement, donc, enfin un enum assez facilement. Ouais, c'est ça, ouais. Alors c'est un peu pénible à mettre en place. En gros, je crois qu'il y a 3 packages à importer dans le projet pour le faire. Il y en a un qui va parser le fichier OpenAPI. Il y en a un autre, je crois que c'est le générateur, donc c'est celui qui va générer le code. Et ce générateur, il a une spécialisation en fonction du device du système de la plateforme sur laquelle tu veux faire. Donc, par exemple, là pour le test que j'ai fait, j'ai pris la spécialisation URL session pour avoir le code généré. C'est ça. Et il faut que tu aies des naming particuliers. Enfin, il est assez dur sur le naming. Si tes fichiers ils s'appellent pas exactement comme il s'y attend, en gros il te dit non, j'ai pas ça. Donc ouais, ça pourrait nous intéresser. Franchement, pour des API qui bougent assez fréquemment,
te dire que t'as toute ta couche network qui est générée automatiquement, dont tes DTO, c'est plutôt cool. Mais pour l'instant, ça marche pas. On a une API assez complexe et quand je l'ai générée, j'ai essayé de compiler et ça m'a dit non. non. Donc je pense que c'est plutôt au niveau de notre spec, mais il faut que je vérifie. On doit avoir quelque chose qui est mal défini.